Bernard Serriès, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle d'abord qui vous êtes, pour ceux qui aujourd'hui encore l'ignoreraient, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Vous êtes le patron du FRBTP, on peut dire, pour simplifier, que vous êtes le patron des patrons du BTP à La Réunion. Vous représentez combien d'entreprises du BTP? Alors aujourd'hui, on a plus de 2600 entreprises adhérentes à la caisse de congés payés et nous, on détient aujourd'hui 92% de représentativité, à la fois entre les entreprises et le personnel qui travaillent pour nos sociétés. Très bien. Alors, si je vous ai invité, c'est parce que, je veux dire que ce n'est pas une nouveauté, hein. Tous les ans, vous faites un constat qui est à peu près le même, mais je veux dire, chaque année, c'est encore plus grave que l'année précédente, c'est que vous nous interpellez, vous invitez la presse pour alerter le public, alerter les responsables publics sur la situation du BTP à La Réunion. Et vous nous expliquez chaque année que c'est encore plus grave que l'année précédente. Et Dieu se sait qu'à chaque fois, le tableau est déjà très noir. Quelle est la situation du BTP aujourd'hui et quelle perspective d'avenir est-ce que vous avez? Alors aujourd'hui, le BTP va très mal, nous sommes au fond du trou. Ça fait des années... Vous nous dites ça à chaque fois. Hein. Non, mais ça fait des années qu'on a mis en place notre devoir d'alerte. On a annoncé où est-ce que nous allions s'il n'y avait aucune mesure qui était prise en compte. Aujourd'hui, on a les entreprises qui sont liquidées toutes les semaines. Pour vous rappeler, l'année dernière, on a perdu plus de 550 entreprises qui ont été liquidées ou fermées. Combien d'emplois? L'équivalent des emplois, aujourd'hui, on en a peu perdu en global. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On a perdu des emplois dus aux sociétés qui ont été liquidées. Mais ce que nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années, c'est les contrôles sur les déclarations des entreprises. Nous avions beaucoup de main-d'œuvre qui n'était pas déclarée à la caisse de congés payés. Aujourd'hui, on est sur une moyenne depuis quelques années à 17 000 salariés. Mais 17 000, ce ne sont pas des nouvelles sociétés qui se sont créées, qui maintiennent les effectifs. Ce sont les rattrapages que nous faisons tous les ans. L'année dernière... C'est des gens qui n'étaient pas déclarés qui maintenant le sont. Voilà. L'année dernière, pour donner un exemple, en 2017, on a récupéré près de 1000 salariés. D'accord, oui, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que dans notre filière, le BTP, on a 18 000 chômeurs pour 17 000 qui aujourd'hui travaillent. C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est plus important que sur l'ensemble des autres activités à La Réunion. Puisqu'on dit un tiers secteur marchand, un tiers secteur non marchand et un tiers de chômeurs. Dans notre filière, on est à plus de 50% de chômeurs. Alors qu'est-ce qui va mal? On n'a pas de visibilité sur notre métier. On n'a plus d'opérations à sortir, en particulier sur les marchés de fonds, le logement social. On va y venir après, on y vient va se le garder. Donc si vous voulez, on a un manque d'activité qui est énorme. On va avoir un chiffre d'affaires qui va complètement se casser la figure déjà en 2018 et y compris en 2019. Une partie du chantier de la route du littoral est terminée à la fin de cette année 2018. Je parle en particulier du viaduc. Ouais. Tout ce qui concerne le viaduc. Donc c'est des effectifs qu'on va également perdre et du chiffre d'affaires que nous allons perdre. On s'arrête 2 secondes sur le viaduc parce que je sais que c'est un sujet sensible et qui a fait beaucoup réagir. La rumeur a circulé que notamment sur la partie viaduc, il y avait peu d'emplois locaux. Est-ce que vous confirmez cela? Alors non, je ne le confirme pas parce qu'au niveau de la préfabrication concernant le viaduc, il y a la partie d'encadrement qui est effectivement extérieure à l'île, mais tout ce qui est en fabrication, ce sont du personnel locaux. Donc ce sont des gens qui vont se retrouver au chômage à la fin de l'année, quoi. Exactement. Nous allons avoir ces personnes qui vont se retrouver au chômage et nous n'avons pas de continuité sur des gros chantiers, style chantier exceptionnel, à suivre. Alors justement, on a dit que le BTP à La Réunion était jusqu'à maintenant un des piliers, c'était les grands chantiers. La route du littoral, elle est en cours. Est-ce qu'il y en aura d'autres après? On parle de la route dans les Hauts de l'Est. Est-ce que ça sera suffisant pour compenser la fin du chantier de la route du littoral? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un trou entre les deux? Et est-ce que vous êtes inquiet de la politique du gouvernement? Moi, je les ai entendus, là, il y a 2-3 jours, disant que les grands chantiers s'étaient terminés, que maintenant on allait s'attacher à entretenir ce qui existe déjà. Est-ce que ça, c'est une raison supplémentaire pour vous de vous inquiéter? Bien entendu, parce que je vous rappellerai tout simplement, après la route des Tamarins, on devait avoir le chantier du tram-train à l'époque, qui n'est pas sorti. On a eu un trou monstrueux entre la fin de la route des Tamarins et le début de la route du littoral. Le trou, aujourd'hui, va se passer entre la fin de la route du littoral et la future
le futur grand chantier qu'il pourrait y avoir, comme la route des Hauts de l'Est ou autre. Vous aurez l'entrée de Saint-Denis qui va se faire. Oui, mais qui n'est pas un chantier exceptionnel. C'est comme si c'était un marché de fond du travaux publics. Parce que dans le travaux public, on a le même souci qu'au niveau du BTP, on manque d'activité. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est légèrement inférieur à 1,3 million sur 2017, et 2018 va être également... 1 milliard. 1,3 milliard, pardon, 1,3 milliard. Et qui va être inférieur sur 2018. Quand on regarde le chiffre d'affaires aujourd'hui de 2018, sur les 1,3 milliard en dessous, on a pratiquement 300 millions d'euros de la route du littoral. Si on supprime la moitié du viaduc, on va perdre à peu près 150 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ce qui est important parce que ça représente du monde autour. Nos entreprises ont besoin d'un marché de fonds. Il n'y a pas que le chantier exceptionnel. Oui, ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on peut indéfiniment avoir des grands chantiers qui viennent régulièrement comme cela? Parce que des grands chantiers, on ne va pas faire une route de littoral tous les ans. On ne va pas faire une route de littoral tout autour de la Réunion pour faire plaisir au BTP parce qu'il faut créer des emplois. Alors comment est-ce qu'on va faire? Mais pas faire plaisir au BTP, oui, c'est une... J'exagère, je provoque. Hein. C'est pas mal. Mais il y a un vieux dicton qui dit quand le BTP va, tout va. Donc aujourd'hui... Quand le BTP tous... Et tout le monde s'enrhume. Ouais. On est bien d'accord. Aujourd'hui, si vous voulez, on n'aura pas des grands chantiers en permanence. Donc il faut pouvoir trouver des investisseurs extérieurs qui viennent à La Réunion, puisque aujourd'hui notre chiffre d'affaires, c'est 85% de la commande publique. On sait que les caisses de l'État, c'est pas extraordinaire. Donc on a besoin... Les collectivités locales sont de plus en plus serrées et que donc ça sera de plus en plus difficile pour elles de sortir de l'argent. C'est pour ça qu'on en parlait ce matin lors de notre conférence de presse, en particulier, on y reviendra tout à l'heure, sur les logements. Donc on est obligé de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut amener à La Réunion, qu'est-ce qu'on peut développer sur nos activités. Nous avions un système qui marchait très très bien, je ne sais pas si on en parle tout de suite et que le gouvernement a tout fait pour casser, c'est ce que nous appelions l'AELA, pour construire les cases, les anciennes cases des maisons Tommy, oui, où il y avait un système qui fonctionnait très très bien à La Réunion, avec la modification du gouvernement. Dans les années 60, on disait qu'avec l'équivalent de 3 œufs par mois ou par jour, je crois, on pouvait se payer sa case. C'était ça à l'époque, oui, absolument. On se souvient, oui. J'étais jeune, mais bon, j'en souviens. C'était ça, et on essaie de défendre toujours ce sujet-là. Et la solution, ça serait quoi? Parce que bon, si tout le monde, on fait une case Tommy à tout le monde, on va vite manquer de foncier, parce qu'il y a de plus en plus de Réunionnais, on va vers 1 million bientôt. On ne peut pas mettre une case Tommy à tout le monde. On est bien d'accord, mais La Réunion est différente des autres départements d'outre-mer et sur ce qui était appliqué en métropole. Ici à La Réunion, on a beaucoup de Réunionnais, de familles modestes ou très modestes, qui ont du foncier. Qui ont du foncier. Enfin, ou qui vivent sur du foncier, qui parfois n'est pas à eux, mais qui ont du foncier. Qui ont du foncier, ouais, qui on va dire. Pourrait être à eux. Donc l'espérance de tous ces gens-là, c'était de pouvoir un jour pouvoir construire leur maison. Castomi, t'as trois poules, tes œufs te payent ta maison. Le système qui a été mis en place par l'AELA compensait une partie du crédit. C'était un fonctionnement... L'AELA, c'est quoi? C'est l'allocation logement accession. D'accord. Aujourd'hui, il existe l'allocation logement. Pour les personnes de revenus modestes, ils touchent une allocation logement. Cette AELA a été versée pour rembourser le crédit de la maison pendant une durée déterminée, je dirais 15 à 20 ans. En supprimant cette AELA, ces familles vont toucher l'allocation logement. Mais c'est à vie, c'est pas sur une durée de 15-20 ans. Donc ce que nous avons réussi à prouver au gouvernement, c'est que la suppression de cette AELA, allocation logement accession, allait coûter plus cher à l'État que l'allocation logement. La suppression allait coûter plus cher en payant l'allocation logement. Donc c'est une fausse économie. Aujourd'hui, on a convaincu une partie de ces gens-là qui reconnaissent que c'est une erreur de l'avoir supprimé. Notre objectif, c'est de trouver la solution, de compenser en attendant qu'il soit mis en place autre chose. Donc il y a eu un premier travail qui a été fait par la région. Le président de région, lors de notre assemblée générale du mois d'avril, s'est engagé pour un certain nombre de chantiers, d'opérations qui étaient prêtes à financer, équivalent de 14 millions. Encore une fois, c'est la région qui vient compenser quelque chose qui normalement est de l'État. Tout à fait. La région Réunion est venue se substituer à l'État. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de travailler, c'est sur la LBU. Aujourd'hui, la LBU que nous percevons
ici à La Réunion pour l'aménagement, la construction du logement social. Nous avons demandé à ce que cette LBU soit modifiée, qu'on puisse la modifier, qu'elle puisse remplacer la LA. Oui, parce que la LBU, rappelons-le, n'est pas consommée intégralement tous les ans. Elle n'est pas consommée tous les ans. C'est-à-dire, c'est quand même dingue. On nous donne de l'argent et nous ne l'utilisons pas. On essaie quand même de la consommer. C'est une vieille histoire, la LBU, où certains préfets en place à La Réunion avaient tout fait pour défendre la LBU et avoir des fonds supplémentaires. Aujourd'hui, la LBU, en 2018, elle n'est pas bien consommée à l'heure où on parle. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais elle n'est pas bien consommée. Ça serait dommage que nous ne puissions pas la consommer. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avant l'émission. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas consommée? C'est quand même dingue. Racontez-nous ça parce que c'est... Je rappellerai tout simplement que notre objectif, c'était de faire 4000 logements sociaux par an. Ce qui déjà ne serait pas suffisant pour compenser toute la demande qui existe. 22 000 en demande aujourd'hui. Mais nous ne pourrons pas tout construire la même année. Déjà, les structures que nous avons ici ne le permettraient pas. Donc le plan logement outre-mer que nous avions signé, c'était 4000 en neuf, 1000 en réhab et 1000 en défiscalisation. Sur les logements neufs aujourd'hui, on va en faire cette année moins de 2000. Donc on risque de ne pas consommer la LBU, ce qui serait dommageable. Il faut trouver d'autres solutions. D'ici la fin de l'année, il reste peu de temps. Elle n'est pas consommée. Avant, on pouvait dire les dossiers sont bloqués par les services de l'État, ceci, cela, où l'État n'a pas mis en face les moyens. Aujourd'hui, on a les moyens. Les bureaux instructeurs de l'ADL n'ont pas de dossiers sur leur bureau. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est des dossiers qui viennent des mairies et des EPCI. EPCI, c'est les 5 EPCI que nous avons sur l'île. La CINOR, la Civis, PCO, etc. C'est cela. Donc aujourd'hui, ce que nous avons demandé à Monsieur le Préfet, c'est que nous relancions le Haut Conseil de la commande publique, le HCCP, parce que nous voulons savoir où sont les points de blocage. Vous les savez, non? On les connaît. Mais ce qu'on veut être sûr, c'est de savoir pourquoi. Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison financière? Parce qu'on sait que les communes font beaucoup de social et ont peu d'argent pour les investissements parce que leur rentrée d'argent a diminué. J'ai travaillé, moi, à la mairie de Saint-Denis sous l'époque d'Auguste Legros. À l'époque, je me souviens que Auguste Legros était catastrophé parce que pour la première année, le fonctionnement allait dépasser l'investissement. Aujourd'hui, on est à quoi? 80% de fonctionnement et 20% d'investissement? Il y a certains endroits où je pense que les 20% ne sont pas atteints. Ouais, c'est dingue, hein? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors aujourd'hui, pour embaucher des gens qui on n'en a pas besoin parce qu'il suffit d'aller se balader dans une mairie pour voir le nombre de personnes qui passent leur journée à ne rien faire. Et alors que si on donnait de l'argent pour l'investissement, ce seraient des emplois qui seraient créés et de vrais emplois. Je ne dirais pas qu'ils passent du temps à ne rien faire. Moi je le dis, mais bon, chacun ses responsabilités. Voilà. Je dirais tout simplement que... J'ai travaillé dans une mairie, ce qui permet de le dire. Voilà. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, la plupart de nos élus passent du temps à gérer le problème du social parce qu'ils ont énormément de demandeurs d'emploi dans leur commune. Mais d'investir, c'est aussi une façon de créer de l'emploi. Mais exactement. Et chaque fois que nous mettons un salarié dehors, il le retrouve devant la porte de la mairie en disant « Je suis au chômage, monsieur le maire, il faut me trouver du travail ». Mais avec un côté pervers, c'est que d'avoir un employé qui prend l'habitude de ne travailler que quelques heures réellement par jour, pour lui, ça devient la norme. Et quand ensuite il débarque dans le privé et que là, il faut réellement travailler 7 heures par jour, en tant que patron, on a du mal à gérer ce genre d'employés parce qu'ils sont partis avec de mauvaises habitudes aussi. Hein. C'est pour ça que je suis intervenu il y a une quinzaine de jours concernant l'allocation chômage, en tant que vice-président du MEDEF, suite à ce qu'avait demandé le président national du MEDEF de revoir l'allocation chômage. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de remettre les gens au travail. Il faut remettre les gens au travail, rendre une dignité aux personnes qui nous entourent. Avec un vrai travail. Avec un vrai travail, absolument. Il faut arrêter le travail illégal. D'ailleurs, le BTP a signé tout récemment avec le préfet et tous les donneurs d'ordre, les 2 procureurs et les partenaires sociaux, la charte du travail illégal. Il faut arrêter. Il faut remettre les gens légalement au travail.
travail mérite une rémunération et une rémunération digne. D'autant Le plus, BTP, dans ce domaine, que c'est aussi, je dirais, des droits qu'on leur ouvre pour leur retraite et que souvent des gens qui ensuite viennent se plaindre d'avoir une retraite trop faible, c'est aussi parce qu'ils ont longtemps travaillé au noir, qu'ils n'ont pas été déclarés, donc ils n'ont pas cotisé. tout à fait. C'est un cercle vicieux. Ouais. Il faut penser à l'avenir. On pense à du court terme, mais on ne se rend pas compte qu'on Voilà. est en train de... Absolument. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est avec le préfet, c'est rencontrer nos maires, savoir quels sont les éléments de blocage pour pas construire du logement Parce social qu'aujourd'hui, on chez est eux. clair, ce sont les maires qui ne déposent pas des dossiers de logements sociaux. Les maires et les EPCI. Aujourd'hui, vous me dites qu'à l'ADAL, ils n'ont aucun dossier. Aucun dossier. Il reste quelques dossiers en surfrance parce que, par exemple, sur certaines opérations, il n'y a pas le permis de construire. Donc, tant qu'il n'y a pas de permis de construire, Mais qui donne le permis de construire? C'est la mairie. Donc, c'est la mairie. on en revient toujours au même point. Donc, nous, professionnels du BTP, on ne tire pas à boulet rouge sur les maires ou les présidents de PCI. On dit simplement, il y a des explications, le BTP a des ennuis, nous mettons des gens dehors, vous les retrouvez dans vos communes. La plupart sont vos électeurs, il faut penser au futur. Il ne faut pas penser qu'à aujourd'hui, il faut penser à demain. Et comme vous l'avez souligné tout à fait, il faut penser également à après-demain. Si je ne travaille pas, je ne cotise pas de caisse de retraite ou autre, ils vont partir à l'âge de la retraite avec une retraite ridicule. Cacahuète. Alors, les grands chantiers, il y a un point d'interrogation. Oui. Le logement social, Également. il y a des problèmes. C'est quoi la solution? La solution, c'est de faire venir des investisseurs extérieurs, mais on n'a pas les mouches avec du vinaigre. Il faut que notre département soit attirant pour des investisseurs extérieurs. Aujourd'hui, ça va changer dans les mois qui viennent, je l'espère, mais quand vous voulez monter une société à La Réunion, vous attendez 6 mois pour avoir un cabis. Vous êtes gentil, hein, c'est même parfois 8 et parfois plus. Hein. Voilà. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai découvert ça, les experts comptables aujourd'hui font inscrire les sociétés qui se créent à La Réunion à Paris pour qu'ils puissent avoir leur cabis et après seulement ils demandent leur mutation à La Réunion. C'est dingue, quoi. Je compare souvent par rapport à ce qu'on faisait dans les années euphoriques à La Réunion, je parle avant 2008. Avant 2008, il y avait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires qui venait de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne renouvellera jamais ce qu'on a fait en 2008. Mais on peut attirer des investisseurs extérieurs à La Réunion. Alors, pour faire quoi? Mais il y a des tas d'opérations qui peuvent être faites. On parle de nos personnes âgées. Avons-nous suffisamment de résidences pour les accueillir? Ou avons-nous des résidences de grand standing pour accueillir des personnes âgées qui ont des moyens? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens âgés, malades, Alzheimer, qui sont où? Qui sont chez les familles. Ça crée des problèmes à tout le monde. Il faut pouvoir les garder, les personnes âgées. Le tourisme aussi, peut-être? Le tourisme également. Il faut que le tourisme, aujourd'hui, qui est en pleine expansion, puisqu'on voit dans les arrivées en termes d'avions à Gilo que ça progresse énormément. Bat des records tous les ans. Le système de croisière fonctionne également. Et va augmenter encore fortement. Donc, il faut qu'on puisse attirer encore des touristes. Il faut y mettre les moyens. On peut pas avoir que certains sites à visiter. Il faut qu'on puisse les occuper tout au long de la journée. Mais alors, tourisme, personnes âgées, c'est pas ça qui vous fera vivre. Hein. Non, ce n'est pas ça. Mais à partir du moment où il y a un début, ça peut aller très vite derrière. Ensuite, on a des possibilités. Vous savez, à La Réunion, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais on a de la valeur ajoutée avec notre personnel. On a des gens de qualité ici. On peut très bien faire venir des gens pour monter des opérations ici à La Réunion, pour faire de la prestation à l'extérieur. On peut exporter de la prestation intellectuelle, chose qui n'est pas permise dans nos départements voisins ou autres. Dans nos pays voisins, on est capable de faire beaucoup mieux ici à La Réunion. Est-ce que vous avez déjà envisagé, par exemple, des entreprises du BTP d'aller faire un appel d'offres, participer à un appel d'offres à Madagascar, à Maurice ou ailleurs? Alors, là-dessus, on a déjà des sociétés réunionnaises qui sont représentées. Des grosses sociétés internationales. Oui, mais même on a quelques petites et moyennes entreprises locales qui sont opérationnelles dans la zone. Bon, Mayotte, département français, mais à Madagascar, à Maurice, il y en a certains qui sont installés. Mais vous allez pouvoir exporter réellement pour la société de la main-d'œuvre d'encadrement. Oui.
Tout ce qui est main-d'œuvre. C'est pas ça qui résoudra le problème du chômage. Absolument. Tout ce qui est main-d'œuvre locale, on ne peut pas lutter avec un salaire horaire de la Réunion. Mais ça peut peut-être apporter du chiffre malgache. d'affaires qui permettra de conforter la société, de lui permettre de mieux vivre. Oui, mais pour répondre à l'appel d'offres avec un taux horaire moyen sur ce que nous payons nos salariés à la Réunion par rapport aux salariés malgaches ou mauriciens, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui disparaissent tous les ans. C'est quoi qui disparaît? C'est les meilleures ou c'est celles qui étaient les plus fragiles, voire les moins professionnelles? Parce qu'on sait très bien que dans le BTP, il y a à boire et à manger. Hein. Il y en a qui sont très professionnels et puis il y en a qui sont qui l'ont été beaucoup moins. Il n'y a qu'à voir le nombre de maisons qui sont fabriquées et qui ont besoin d'être démolies et reconstruites. On s'aperçoit que ça a été fait en dépit du bon sens. C'est lesquelles qui disparaissent? Alors, je vais remonter 3, 4, 5 ans en arrière. Les premières entreprises qui ont disparu, c'est celles qui s'étaient créées au moment de l'euphorie de la défiscalisation. Ensuite, il y a eu des entreprises, des petites et moyennes structures pas très sérieuses qui ont disparu. Aujourd'hui, parmi celles qui disparaissent, on a des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont plus de 30 ans d'existence, qui avaient du personnel de qualité et qui ont succombé, qui sont tombées pour différentes raisons. Vous savez, une entreprise qui disparaît après 30 ans d'expérience, c'est pas dû à un problème de gestion. C'est réellement dû à un problème d'activité, de charges importantes et de délais de paiement très longs et qui n'arrivent plus à suivre. Ils ont répondu sur des appels d'offres à certains moments parce qu'il y avait des creux dans l'activité à des prix très bas. Et par la suite, ils n'ont pas pu payer leurs charges. Et puis c'est l'hécatombe, mais ça va jusqu'au bout. Est-ce que vous ne payez pas vos charges? Vous ne pouvez pas avoir les attestations de la Sécu. Si vous avez l'attestation de la Sécu, vous ne pouvez plus participer d'appel d'offres. Et ce qui est dramatique pour nous, Fédération du BTP, cette année, c'est que nous avons perdu 2 administrateurs, 2 sociétés, qui étaient installés depuis un certain nombre d'années, dont un vice-président qui avait une société de 33 ans, qui avait 25 salariés, qui a été liquidé, et l'autre qui avait 80 salariés, qui a été liquidé. Donc, on arrive à des entreprises qui aujourd'hui avaient ce qu'on appelle avaient pignon sur rue. On n'est plus dans les petites boîtes qui ne fonctionnent pas ou autres. Il y en a, ça existera toujours, même dans les grosses boîtes, il y en a certaines qui disparaîtront pour des erreurs de gestion, mais c'est rare. Aujourd'hui, on perd des entreprises, on touche au dur. Dans le BTP, encore plus que dans d'autres secteurs, vous avez besoin d'avoir une visibilité, pouvoir vous projeter dans l'avenir. Et un des points de repère, c'est souvent la loi de finances. On est à quelques semaines de la publication. Est-ce que vous savez à quelle sauce vous allez être mangé l'année prochaine? Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons aucun élément sur les arbitrages qui ont eu lieu. D'ailleurs, notre président national de la FEDOM l'a annoncé très, très récemment qu'on avait l'impression que les Outre-mer n'avaient pas été pris en considération. Aujourd'hui, on ne sait même pas, à l'heure actuelle, ce que va nous coûter un salarié l'année prochaine. Le taux des charges sociales, on ne le connaît pas. On est en plein budget aujourd'hui pour l'activité 2019. On est incapable de savoir à quel... C'est que vous êtes en train de participer à des appels d'offres dans lesquels vous allez vous engager sur 2-3 ans. Absolument. Et vous êtes incapable de savoir à combien vous allez payer vos employés sur cette période-là. C'est cela. Donc le taux de l'employé lui-même ne va pas augmenter. C'est les charges. Hormis après les ANAO, on verra ce qui se passe. Mais c'est le taux de charge. Aujourd'hui, une partie des charges est exonérée. Demain, cette partie-là va être supprimée. Les estimations qui sont faites actuellement sont de l'ordre de 10% de coûts supplémentaires au niveau de la masse salariale. Vous imaginez ce que c'est 10% de plus de masse salariale pour l'employeur qui a signé un marché, qui ne pourra pas le répercuter sur ses prix, c'est catastrophique. Nous avons les index du BTP qui fonctionnent. Mais les index du BTP aujourd'hui qui fonctionnent que sur l'augmentation du taux horaire, pas sur l'augmentation ou la diminution des charges. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas avoir de révision de prix rien que sur la partie suppression de l'exonération. Par contre, ça c'est un dossier qu'on va monter également, puisque ça s'est fait dans le temps, il y a 15-20 ans, où on a réussi à faire modifier les index de façon à pouvoir intégrer que les chefs d'entreprise ne soient pas pénalisés. Mais on va avoir le problème certainement avec nos donneurs d'ordre qui ne vont pas être d'accord. C'est un combat. Donc, alors vous avez le problème avec les donneurs d'ordre, mais vous allez avoir aussi à gérer le problème avec les syndicats. Parce que j'imagine que vous allez devoir serrer un peu les boulons et que ça va mal passer. Mais écoutez, on verra au moment où on saura réellement ce qu'il en est avec le projet de loi de finances.
à quelle sauce on sera mangé au 1er janvier, et à ce moment-là, dans les négociations avec nos partenaires sociaux, on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire. Mais est-ce qu'ils entendent ce genre d'argument, ou est-ce qu'ils s'en fichent, je vous dis ça c'est votre problème, démerdez-vous, et puis nous tout ce qu'on veut c'est... Je dirais que certains peuvent l'entendre, mais ce n'est pas tout le monde, de nos partenaires sociaux. Comment ça se fait que vous soyez si peu entendu au niveau national? C'est un problème de quoi? C'est un problème de lobbying qui ne marche pas? C'est un problème de politique qui ne nous relaie pas assez? Je pense à vos députés. C'est un problème de politique au niveau national, la ministre qui soit ne vous entend pas, soit n'a aucun pouvoir. Où est le problème? Comment ça se fait que ce que vous nous racontez, ça a l'air d'être évident? Donc si je suis quelqu'un moi en face, qui suis moyennement intelligent, je vois bien qu'on va dans le mur. Et pourtant ça ne passe pas. Il est où le problème? Dans votre question, vous avez fourni beaucoup de réponses, je dirais. Aujourd'hui, nous intervenons directement sur Paris parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de relais. On n'a pas de relais. J'ai cité ce matin dans la conférence de presse qu'on n'avait personne ou très très peu qui soutenait nos dossiers pour défendre les intérêts des Réunionnais. On a peu de monde qui est à Paris. Oui, ça la fout mal pour un député de soutenir le patron. Non, mais on ne demande pas à ce que le patron soit soutenu. Nous, c'est pas ça qu'on demande. On demande à ce que la filière soit soutenue parce que derrière le patron, il y a des salariés. Aujourd'hui, si nous faisions, je vais juste donner un exemple qui est tout simple, tel que l'activité est actuellement, si nous faisions le plan logement outre-mer, on serait à plus de 20 000 salariés. 20 000 en plus ou 20 000 au total? Au total. Au lieu de 14 000. Au lieu de 17 000 actuellement. Mais si on faisait les logements, on serait à 20 000 même après la disparition. Donc 3 000 emplois nets. 3 000 emplois nets. Ce sont des gens après qui vont consommer davantage, qui vont payer des charges, qui vont payer des impôts, qui vont injecter de l'argent dans les caisses de l'État et qui vont diminuer les prestations sociales. Le calcul, il est simple. Donc aujourd'hui, ce que je considère et que mes mandants considèrent également, c'est que nous ne sommes pas soutenus à Paris. Nous avons le président de région aujourd'hui qui a pris des mesures en notre faveur. On a le préfet qui se débat comme un diable là-dessus. Mais aujourd'hui, je dis, on a nos parlementaires qui ne jouent pas le jeu, hormis deux personnes sur l'ensemble des parlementaires. Citez-les, parce que s'ils font le boulot, tant que vous... je les ai cités ce matin, officiellement. On a Erika Barrege et Huguette Bello qui défendent nos dossiers qu'on peut leur transmettre, qui a leurs demandes, on les voit régulièrement. Mais si vous voulez, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'on a très peu de personnes représentant la Réunion à Paris qui fait partie de la majorité présidentielle. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que d'avoir des gens qui vous soutiennent mais qui sont dans l'opposition, ça n'a pas beaucoup de poids. On sait très bien qu'un député d'opposition, c'est... Ils n'ont pas de poids, oui et non. Ils ont un réseau, généralement. Nous avons des dossiers qui ont été défendus à Paris, qui ont abouti, qui l'ont été par des députés et des sénateurs qu'on ne connaît même pas. On les connaît depuis, parce qu'après leur intervention, nous sommes entrés en contact avec eux, on leur fournit des arguments, mais qui ont défendu certains dossiers concernant les Outre-mer et en particulier la Réunion. Je pense que nos députés et sénateurs peuvent être les relais de ces groupes de travail qui y a à Paris. Si on parle de députés, il ne faut pas oublier les sénateurs aussi. Hein. On est bien d'accord. Je crois qu'il y en a 4. Oui. D'ailleurs, je suis certain que si on faisait un sondage, il y a beaucoup de Réunionnais qui auraient oublié leur nom déjà. Bon, nous, on connaît leur nom, mais on les voit peu. Très bien. Si on pouvait se quitter sur une note d'espoir. Oui, la note d'espoir, aujourd'hui, je crois fermement à l'engagement de ce qui est fait actuellement par le préfet de la Réunion et par le président du conseil régional. C'est d'essayer de travailler ensemble. Vous avez vu que le monde économique travaille également sur un dossier avec la région pour défendre les intérêts réunionnais et mettre la Réunion en haut. On a du savoir-faire à vendre à l'extérieur, dans la technologie ou autre. Le préfet qui a pris la mesure de notre handicap au niveau du BTP, en particulier du logement, je crois beaucoup à la rencontre commune avec les maires et les EPCI pour enfin trouver un véritable accord, puisque nous avons demandé un plan Marshall sur le logement, parce qu'on est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Il faut qu'on sorte ce dossier et je pense que tout le monde a y gagné, y compris nos élus. Très bien. Merci en tous les cas, puis on se reverra peut-être avant l'année prochaine. Merci. On aura peut-être l'occasion de faire un autre bilan. Merci. Avec plaisir. Merci.